Ok, bonsoir Pierre, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Bon, j'aurais bien aimé que tu viennes à Bordeaux, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, je te remercie de contribuer un petit peu à ces travaux de la 16e édition d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde. Donc, tu vas nous parler, alors tu as un parcours politique, euh, je vais dire original, singulier, on va dire, singulier. Tu as été dirigeant du Parti communiste, tu as été rédacteur en chef de l'Humanité. Ensuite, tu as décidé de prendre un autre chemin et tu milites aujourd'hui à la phase, hein, je crois. Euh, je- et tu développes, tu avais écrit un bouquin qui s'appelait le communisme commence, alors je ne sais plus si c'était le communisme commence maintenant ou le communisme au quotidien. Mais Le disons que communisme à usage immédiat. à usage immédiat, voilà, c'est exactement le terme exact et ça me plaisait beaucoup. Donc, je vais te passer la parole et tu vas nous parler de République et démocratie, une relation tourmentée. À toi la parole. Eh bien oui, relation du mode tourmenté parce que, contrairement à l'idée qu'on s'en fait souvent, la République n'offre pas des contours lissés. Elle est constamment, Jacques y faisait allusion tout à l'heure, si j'ai bien compris, elle est constamment traversée par les contradictions inhérentes au développement de la bourgeoisie et des mouvements populaires. Historiquement, il n'y a pas une république, mais constamment deux. De 1789 à 93, c'est la lutte de la République des nantis contre l'irruption populaire. Et je vous cite rapidement Sieyès. En septembre 1789, c'est-à-dire après la nuit du 4 août, je le cite, à force de confusion, on est parvenu à considérer le vœu national comme s'il pouvait être autre chose que le vœu des représentants de la nation, comme si la nation pouvait parler autrement que par ses représentants. Le peuple ne peut rien vouloir en commun, donc il ne peut faire aucune loi. Il ne peut rien en commun puisqu'il n'existe pas de cette manière. Fin de citation. Ce qui faisait dire un petit peu plus tard à Pétion, en maire de Paris, si je comprends bien, nous sommes donc citoyens, le temps passé à désigner nos futurs maîtres auxquels nous devrons ensuite obéissance. Fin de citation. On peut un peu plus tard lire Guizot durant la Restauration, je le cite, le système parlementaire est le moyen d'éviter les affres d'une seconde révolution. Fin de citation. Et en 1848, la République de juillet passe par les armes la République de février, ce qui débouchera sur l'adhésion populaire par dépit à Napoléon III, ce qui n'est pas sans nous rappeler des pentes actuelles envers le Rassemblement national. Quant à 1871, la troisième du nom, la Troisième République, naît sur la nécessité de neutraliser ce que certains appelaient à l'époque les classes dangereuses. On oublie que parmi les fondateurs de la Troisième République se trouvent des monarchistes, comme Thiers et MacMahon. Thiers, pour justifier auprès de ses pairs son adhésion à la République et au suffrage universel, entendait masculin. Je le cite, 1848, 1830, pardon, 1848, 1871. N'en avez-vous pas assez d'être pris par surprise? Le suffrage universel, toujours masculin, est le moyen de prendre régulièrement le pouls des classes dangereuses et il note qu'en 1871, et qu'il vaut mieux, et cela permet, pardon, de pouvoir prévenir plutôt qu'avoir à guérir. Et il note qu'en 1871, ces classes dangereuses se sont dotées d'élites. Le suffrage universel est pour lui un moyen de dissocier ces élites de ces classes. Toute l'ambiguïté réside dans le fait que la République ne s'est plus présentée comme porteuse d'un autre ordre social, mais uniquement comme régime politique opposé à la monarchie constitutionnelle ou à l'Empire. À la différence de 1793 et de 1848, l'innovation de 71, de 1871
a été de dissocier République et Révolution, faisant de la normalité de la République l'inutilité de trop de conflictualité, renvoyant le rôle politique du peuple aux seules élections. Toute autre forme d'accès à la politique n'étant que de l'ordre d'un droit strictement individuel à avoir ses opinions. Au lendemain de l'écrasement de la Commune, et contrairement à ce qu'elle avait exprimé ainsi que février 1848, c'est même la République contre la Révolution dont il s'agit, et le corollaire est que la sphère du travail est isolée du politique. Notons que, j'y reviendrai, notons que toute la frange des modérés, comme on disait, qui seront à la manœuvre durant les journées de juin-juillet 1948, sont en quête de ce que l'on appellera plus tard l'État-providence. Cette dissociation entre social et action politique l'est durablement. Par exemple, en 1968, le mouvement populaire impose la reconnaissance de l'action syndicale dans l'entreprise, mais n'aborde même pas la reconnaissance de l'activité politique. La question n'est posée par aucune force syndicale ou politique, ce qui, de fait, équivaut à intégrer qu'on ne peut être citoyen et travailleur en même temps. Et cette dissociation est clairement affichée dans la loi de 1884 qui régit la liberté syndicale. Il y a ainsi continuellement dans la définition de la République une tension entre capital et exploité. Ce n'est pas un scoop aujourd'hui de dire ça, mais cette tension se retrouve entre centralité de l'État et ce que l'on pourrait appeler de manière un petit peu anachronique et qualifiée d'autogestionnaire. La Commune de Paris de 1793, le mouvement de février 1848 et évidemment la Commune de 1871 ont tenté de poser les questions de gouvernance, si je puis dire, autrement que par l'État. On peut penser que les leçons tirées de la défaite de la Commune ont rendu le mouvement ouvrier perméable à cette dissociation. Le regard porté sur l'échec de l'insurrection a poussé un parlementarisme qui a finalement dominé lors de la constitution de la Seconde Internationale. C'est donc sur fond de défaite du mouvement ouvrier que la normalité de la République se développe. Et cette normalité fait de l'étatisme de la politique l'évidence qui va servir de colonne vertébrale à la suite. Le rapport de force va conduire vers ce qu'on a appelé l'État-providence, mais comme un moyen aussi d'éviter un retour de la Révolution. En fait, héritant de la crainte de l'échec, le poids du léninisme mais aussi du trotskisme initial sur le mouvement ouvrier tend à réduire l'antagonisme avec le capital à la seule distribution des richesses, sans trop poser la question, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, du pouvoir d'État, autrement de qui le détient et comment y accéder, et sans jamais aborder d'autres formes de pouvoir possibles. Pourtant, Marx dit très tôt dans ses critiques envers Hegel que les rapports à l'État mettent les humains dans une situation autre que les rapports à la société. Il n'utilise pas le mot schizophrène parce que Freud n'est pas encore passé par là. Et en 1871, il trouvait qu'un des intérêts de la Commune, et pour lui c'était son principal héritage, était de ne pas avoir cherché à prendre le pouvoir d'État tel qu'il est, mais d'avoir cherché à inventer d'autres conceptions, ce qu'il explique dans la guerre civile en France. Et précisons à ce sujet en quoi consistait l'opposition entre Marx et le courant anarchiste. Contrairement à ce que les héritiers de Marx ou de Proudhon, les deux pensent, il ne s'agissait pas de l'État. Pour Proudhon et ses compagnons, la somme des mises en commune dans chaque ville fera la révolution. Pour Marx, la somme des détails ne suffit pas à faire une cohérence. Et l'on peut prendre comme exemple
comment deux gaz, oxygène et hydrogène, peuvent éteindre un feu si on fait abstraction de la manière dont ils se combinent pour faire de l'eau. Depuis l'écrasement de la Commune, le mouvement ouvrier a été obsédé par la question de réussir, ce qui a donné à la fois les conceptions parlementaristes et léninistes, malgré ce que disait au départ Lénine dans l'État et la Révolution. L'idée de souveraineté populaire s'efface au profit d'une république étatisée. Cette tension entre étatisme et autogestion se retrouve très brièvement à la Libération. D'abord, même si cela n'était pas théorisé, de fait, la résistance se substitue à un État en faillite et à l'armée. Le CNR, en rédigeant son programme, se substitue au travail parlementaire législatif. Puis, en 1945, durant quelques mois, le chemin de fer français à Marseille est remis sur pied sur la base d'une telle démarche. Et c'est initialement ce qui est prévu quant à la gestion de la Sécu. Le retour à l'État, qui apparaît comme une normalité après les années de guerre, est à la fois déjà un compromis de classe et donc présenté comme un retour à la normale, intégrant ces conquêtes sociales dans le compromis de classe à une nouvelle normalité. L'idée de république sociale s'affirme, mais on trouve toutes les ambivalences de cette situation dans ce qui est présenté encore aujourd'hui comme les valeurs de la République. Par exemple, le vocable « la République une est indivisible » est ambigu, ou disons ambivalent. Il a rendu possible la notion de service public, mais il rend possible en même temps la notion de collaboration de classe. L'autre pan de cette ambivalence se retrouve dans les grands moments du mouvement ouvrier, notamment en liant République à la nation. C'est vérifiable de 1793 dans la Résistance en passant par la Commune de Paris. Avec une ambiguïté concernant la nation, on ne sait plus très bien s'il s'agit du peuple structuré, ce qui était le cas en 1793 et en 1871, ou s'il s'agit du territoire et de la nationalité, notion née sous Napoléon III et n'existant pas avant ni pendant la Commune. À part le moment du vote, quand cette conception reconnaît-elle aux citoyens un rôle politique? La portée de cette conception est qu'elle dure encore. Grève et manif sont considérés comme mouvement social. Dire qu'une grève est politique tient de la volonté de la déprécier et de dire qu'elle est détournée. Il en découle un sentiment croissant d'exclusion à l'égard de la sphère politique. Le rôle autre du peuple est réduit à la protestation. C'est Raffarin, par exemple, face au mouvement de protestation en 2003, je le cite, « La rue a parlé, maintenant c'est le tour du Parlement, et après cette déclaration, les manifestations s'arrêtent. » En 2010, il a suffi d'un vote favorable au gouvernement par le Parlement pour que le mouvement d'alors qui démarrait sur la question des retraites s'arrête. Dans le meilleur des cas, la parole de la rue est tolérée comme une averse en attendant que ça passe. Dans le pire, elle est souvent désignée comme un dysfonctionnement de la démocratie. De fait, entendez les guillemets, les représentants bénéficient d'une indépendance vis-à-vis de leur mandat. Plus actuellement, nous vivons des changements de portée anthropologique. Ça a été évoqué tout à l'heure. Pour aller vite, disons que de l'aube de l'humanité jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près, les progrès techniques se caractérisaient essentiellement par la substitution ou le prolongement ou encore l'amplification de la force musculaire. C'est donc encore le cas avec la révolution industrielle et le passage à la machine-outil. De fait, l'efficacité est fondée sur la séparation du travail manuel et du travail intellectuel. Elle équivaut entre la séparation
entre travail intellectuel équivalent au travail de conception et travail manuel équivalent au travail d'exécution. Et donc sert encore de matrice à des positions de direction ou de dominant et positions d'exécutant et de dominé. Mais avec ce que certains appellent la révolution numérique, l'irruption des aspects intellectuels du travail dans tous les aspects de celui-ci appelle la nécessité d'interpréter, de choisir, donc d'assumer la prise d'initiative et des responsabilités. Pour me faire comprendre, je vais prendre deux exemples concrets. Le premier, c'est que je fais partie d'une génération qui a connu les locomotives à vapeur et que parfois, je voyais les mécaniciens de la locomotive descendre, frapper avec un maillet les roues de la locomotive pour savoir si ces dernières n'avaient pas trop chauffé. S'ils jugeaient, il y avait une compétence, pour reprendre un mot utilisé tout à l'heure, un savoir-faire. Mais si le mécanicien jugeait que la roue avait trop chauffé, il en référait à sa hiérarchie et son rôle s'arrêtait. Aujourd'hui, après chaque aller-retour, un TGV est monté sur un trépan par un ouvrier qualifié qui, à l'aide d'une machine numérique, peut mesurer l'usure des roues. Avec la commande numérique et avec la précision de cette machine, il s'aperçoit que l'usure n'est pas régulière en fonction des accélérations ou des ralentissements du TGV. Il n'en réfère aucunement à sa hiérarchie. C'est lui qui assume la responsabilité de savoir s'il doit refraiser la roue, de combien et à quels endroits. Il cumule à la fois ce qui était hier direction et exécution. Si je prends un travail que j'ai connu dans la presse, autrefois, un journaliste écrivait son article avec un papier et un crayon, il le dictait à sa secrétaire, il était la tête et sa secrétaire était l'exécution. Aujourd'hui, un journaliste écrit son article sur un ordinateur, mais ce faisant, le travail de conception et d'exécution se mêle dans le même mouvement. Il n'y a pas de distinction dans le temps. Et donc, on est devant quelque chose où la position d'exécutant ou de dominé et la position de direction est en train d'être prise à rebrousse-poil par la réalité du travail et de ce que devient la vie. Dans de nombreux cas, d'ailleurs, les hiérarchies, même maintenues, sont dans la vie bousculées. L'efficacité passe désormais par des rapports sociaux qui laissent davantage de place à l'autonomie et malmènent donc la dichotomie conception-exécution. Et ce phénomène débouche sur un mouvement de la société qui dépasse largement le cadre du travail au sens étroit du terme. L'émergence de la part de la subjectivité de l'individu, d'initiative, ce qui implique l'émergence de l'autonomisation des individus. Toute la société en est imprégnée. L'autorité parentale, les rapports dans le couple, le féminisme, les Jeux olympiques des handicapés, les mouvements sociaux où l'Assemblée générale tend à se substituer à l'autorité et à la centralité du leader. Et paradoxe, un des seuls endroits où rien ne bouge, c'est la politique et l'information qui maintiennent des structures inchangées alors qu'elles devraient être à la base de toute démocratie. Or, l'émergence du sujet, c'est-à-dire de l'être conscient et maîtrisant son sort, sous-entend la question des rapports au pouvoir. Il n'y a pas d'individuation au sens formation de l'être hors de ce rapport. Le capital l'a très bien compris. Les forces du capital sont donc à la recherche d'une organisation de la société correspondant à cette nouvelle époque. Le recours au 49.3 est un symptôme supplémentaire que le système représentatif ne correspond plus aux besoins des uns et des autres. Si pour les dominés,
il est une mise à l'écart de plus en plus visible de tout pouvoir réel de décision. Pour la bourgeoisie, le système représentatif est encore trop sensible à la pression populaire. Ce qui faisait dire au ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble il y a quelques années à propos de la Grèce, je le cite, « Les élections ne peuvent pas changer quoi que ce soit. On ne peut être plus clair. Nous sommes face à un mouvement rampant vers un totalitarisme comme nouvelle phase du capitalisme. Le fascisme ne se caractérisant pas obligatoirement par les traits marquants que le nazisme a laissés en mémoire. La concentration de pouvoir hors champ de la délibération populaire et politique. L'intégration des syndicats aux appareils patronaux, la fragmentation d'un peuple et le répressif en sont l'arsenal. Je voudrais faire une remarque sur le printemps dernier. Lors du mouvement des retraites, sur les retraites, à propos du recours au 49.3, les partis de gauche ont crié au déni de la démocratie parlementaire, alors que par centaines de milliers de gens, comme on dit, ont crié au déni de la démocratie tout court. Et ce n'est pas la même chose. Les uns restent dans le cadre traditionnel, les autres sont déjà ailleurs. Cela veut dire que pour nous aussi, le statu quo ou le retour à une autre époque est vain, et c'est peut-être ce qui aujourd'hui pèse en notre défaveur. Or, on ne peut courir à deux lièvres à la fois. Plus on est concentré sur le recours au pouvoir public, et plus on s'éloigne de la perception même de cet enjeu. Je pense que dans la culture générale, le retour à l'État comme principe de sauvegarde de la communauté tient au fait qu'on gomme la dimension de lutte idéologique comme facteur de socialisation. On y substitue le garant de l'autorité. On substitue la coercition à l'auto-élaboration et l'auto-formation de la citoyenneté. Cela nous renvoie à la définition de l'émancipation. Pour moi, le mot englobe pouvoir faire, la capacité d'agir librement sur son sort et de le maîtriser. Tout rapport de subordination, dans la mesure où il prive de cette liberté, est une forme de violence. Il nous faut d'ailleurs nous méfier de tout ce qui, dans notre esprit, réduit un agir à un substantif et ne renvoie pas au verbe. Il en est ainsi du mot institution ou instituer. Actuellement, l'institutionnalisation signifie réification et mise en extériorité des intéressés. C'est institué, donc c'est au-dessus de nous. Pour qu'il y ait du commun, il faudrait donc que l'institué nous domine et que ce soit ceux qui nous dominent qui nous unissent. Mais non, l'institué découle d'une action qui consiste à délibérer, à définir et à rendre partageables des règles. Pourquoi ce serait valide pour 500 et quelques participants à l'Assemblée nationale et pas pour des millions d'êtres humains? Alors la question clé devient de définir qui est le sujet de ce verbe. Et cela est un enjeu immédiat. Il n'y a plus guère d'espace d'aménagement pour faire déjà un peu mieux. Attention, cela laisserait le terrain au populisme. On me dit parfois que les notions de transition, puisqu'il a été question de Mélenchon tout à l'heure ou de LFI, on est déjà dans le presque déjà vers ça. Moi, je ne connais pas le presque en politique, ni ailleurs. Je ne connais pas de femme presque enceinte et je sais ce qui arrive à un avion qui traverse presque toute l'Atlantique. Ça ne veut pas dire que c'est le grand soir. Il ne s'agit pas de faire un grand bond de l'état du jour au lendemain, mais de faire progressivement dépérir l'état, non pas pour déboucher sur de la spontanéité, mais il n'y a de dépérissement qu'au fur et à mesure qu'il y a appropriation par l'exercice de la citoyenneté. En fait, le dépérissement de l'État, qui est une formule qui n'est pas de moi mais de Marx, n'est rien d'autre que la transformation progressive des dominés en pouvoir faire. Si la méthode demeure étrangère à la nature du but, le but n'est jamais atteint. L'histoire du XXe siècle nous l'a largement prouvé. Au contraire,
situer son comportement dans la perspective d'arracher tout de suite des prérogatives jusque-là réservées à l'État est une condition sans laquelle aucun processus révolutionnaire ne peut s'engager. On ne peut donc renvoyer la question à plus tard. Un processus, c'est bien sûr pas tout du jour au lendemain, mais il n'existe pas s'il ne s'affiche pas tout de suite et s'il n'affiche pas son but. Un processus, ça commence, et ça commence tout de suite. Commencer tout de suite à travailler collectivement à une autre conception de la République détermine la manière d'aborder les enjeux les plus actuels. Voilà. Merci Pierre pour cette contribution. Qui c'est qui a envie de réagir? Annie? Non, non, c'est trop bien, mais je sais pas. C'est trop bien. Je sais pas quoi dire. Michel, et tu... Non, en fait, je suis épuisé. Moi aussi, hein, t'inquiète pas. D'accord, On parce que l'est les tous. deux. Mais en fait, il y a une chose qui me rend curieux. Vous voulez savoir, c'est quoi la bulle du dessin du chat, là, qui est derrière Pierre Bertrand? Il va te le dire. Il va te le dire. C'est un calendrier. Ah, d'accord. Et il dit quoi? Et qu'est-ce qu'il dit le chat? Ah, je ne vais pas regarder, là, je vais vous dire, je ne sais plus. Alors, quand même, oui, on est en début décembre, on est quand même. Il dit, on ne peut pas savoir comme ça si on est dans une montée ou une descente, surtout si on s'arrête. C'est en avançant qu'on sait si on monte ou si on descend. C'est une illustration de mon propos. Tout à fait. Super. Non, c'est bien. Vas-y, Sylvie. Sophie, pardon. Si tu veux venir, non, viens ici plutôt. Oui, oui. Bonjour. Alors, il y avait deux réflexions. Euh, euh, Actuellement, je dis, j'aime à dire, mais ça ne me fait pas plaisir, qu'on est dans une république, comment on dit ça? Pas fasciste, mais enfin, vous voyez, une république qui nous. C'est plus une république, mais c'est une république avec un 49.3 qui impose et on a même les parlementaires, ils se demandent ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là, puisque de toute façon, voilà, 49.3, et puis les choses, elles passent. Et donc le pouvoir actuel est censé être content, puisqu'ils arrivent à faire passer tout ce qu'ils veulent. Et tu as fait référence au fait que le fascisme, il se met en place. Enfin, moi, j'avais en tête que le fascisme, dans les périodes précédentes, il s'était mis en place suite à la désolation de politiques socialistes, des socialistes démocrates, à part en Europe, je parle pas du socialisme, ou de guerre, enfin voilà, avec des gens qui n'ont pas su redresser les choses, enfin, ou comme en Argentine, par exemple, là, c'est la désolation d'une social-démocratie qui a fait arriver un mec bah oui, qui promet d'autres choses, et puis les gens sont désespérés, et pourtant, on sait que c'est pas lui qui va. Et, et donc, pourquoi, donc, dans une république aussi déviée que la nôtre en ce moment, mais avec un pouvoir qui est fort finalement, enfin, il passe ce qu'il veut, la gauche, elle n'arrive pas à être forte. Et c'est plutôt Marine Le Pen qui monte, alors que la droite actuellement est forte. Là, ce que je veux dire, est-ce que euh, j'ai l'impression que le fascisme, il arrive plus quand il y a eu des choses de mal faites par des gens qui ont promis trop de choses, ou par une désolation ou des choses qu'on a accumulées. Que là, la droite, à sa façon, elle est forte. En ce moment, il passe tout. Et malgré tout, c'est le fascisme
qui monte chez nous. Enfin, c'est le fascisme, enfin, on se comprend. C'est l'extrême droite qui monte plus que jamais avec tout ce que Macron fait passer de force pour justement dire moi, j'applique mon programme et soi-disant contrer l'extrême droite. C'est pour ça que j'arrive plus à comprendre entre ce qu'on a vécu précédemment et ce qui se passe chez nous. Et même on a beau dire l'histoire se répète et en Europe, l'Europe c'est le berceau malheureusement du fascisme. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont parties de là aussi, à un moment donné, dans l'histoire. Après, bien sûr, en Amérique latine, ça c'est aussi. Mais enfin, parce que je veux dire, historiquement, voilà, il y a des racines beaucoup en Europe. Et, euh, et, et malgré. Alors, il y a des États où, bon, ça peut s'expliquer, mais malgré, moi, je trouve une droite là qui s'impose, bah, on dit qu'ils laissent monter le fascisme pour alterner avec eux, ils préfèrent encore eux que la gauche, mais en même temps, ça, ça me paraît contradictoire quand même, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les mêmes contextes qu'avant. Et deuxième remarque, quand tu dis il faut faire évoluer la République et tout, enfin une autre conception de la République, eh ben, est-ce que c'est pas les constitutions qui font évoluer la République? La sixième République que prône Mélenchon, par exemple, parce que bon, c'est son truc, est-ce que ça peut être une autre forme de République acceptable, ou alors faut carrément, il n'y a plus de constitution, on arrête avec les constitutions et on repense carrément la République. Ok, merci Sylvie. Sophie, pardon, excuse-moi. Allez Pierre, Oui, oui, j'ai deux choses. Je vais peut-être commencer par la deuxième. Vous allez voir pourquoi. Le problème, bien sûr qu'il faut une constitution et des règles collectives. Le problème, c'est qui l'écrit. Et parce que si on attend qu'une poignée de sauveurs l'écrivent, la pensent et l'écrivent à notre place, alors on poursuit exactement ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et donc, si on veut que le peuple, pour aller vite, participe massivement à sa rédaction, il ne faut pas rêver. Ça sera des mouvements avec des forces, des fois, tout le monde ne dira pas la même chose en même temps, il y aura des contradictions, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on le voit dans les mouvements, c'est inévitable. Et c'est donc là le rôle de pouvoir explorer des pistes nouvelles et de commencer par le faire. Voilà, moi je participe dans le village où je suis maintenant, on a créé un conseil d'habitants en disant explicitement que, pour copier Pétion, on ne peut pas être citoyen que le temps passé dans un isoloir et obéir ensuite, mais que le vrai pouvoir législatif, ça doit être les habitants, et que les élus, qui ont leur rôle à jouer, deviennent l'exécutif dans le sens noble du terme. On est donc sur une expérimentation. Voilà. Alors, il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les expérimentations, mais je veux dire, à partir du moment où partout on serait capable de faire des expérimentations de ce type, ou analogues, ou autrement, ou sur d'autres choses, eh bien, les gens changent. Leur expérience leur dicte un savoir. Il était question tout à l'heure des compétences, mais ces compétences viennent aussi du faire et de l'expérience sociale. C'est très important. Et les gens qui participent, par exemple, à des coopératives dans leur entreprise ne sont plus les mêmes que lorsqu'il y avait un patron qu'il fallait écouter et auquel il fallait obéir sans discuter. Ce ne sont plus les mêmes. Ils s'interrogent sur toute une série de choses et on s'aperçoit qu'ils deviennent très compétents. Donc, la question, c'est pour ça que je disais le presque n'existe pas, la question est d'être d'ailleurs dans des mouvements. On dit souvent que c'est le Big Bang et que c'est du chaos qu'est né ce qui est devenu l'humanité. Bah, c'est vrai en politique. Ça ne sera pas quelque chose de lisse, je ne crois pas, d'écrit, qui nous vient d'en haut, mais que ça sera
par des expérimentations, par des exigences, et qui dit des exigences populaires dit obligatoirement des contradictions, des conflits. Il ne faut pas avoir peur du mot, et la démocratie, c'est ça, démocratie. Hein, c'est ça. Ça me conduit à la première question. Parce que je partage la préoccupation qui était faite. Je pense que peut-être à cause de ce que j'appelais la normalité, le mouvement démocratique, que ce soit les partis politiques ou les syndicats, ont en général, par rapport aux menées du capital, régulièrement un train de retard. Par exemple, des années 1930 jusqu'à la fin des années 70, le début des années 80, c'est difficile d'avoir une date comme ça, le capitalisme se développait essentiellement à partir de l'exploitation du travail. De ce point de vue, ça le conduisait à ce qu'on a appelé, ce que certains ont appelé un compromis fordien. Pourquoi fordien? Parce que pour écouler la marchandise, il fallait des salaires capables d'acheter la marchandise. Donc le capitalisme qui produisait des automobiles avait besoin que ses salariés soient capables d'acheter des automobiles. Mais il avait besoin aussi d'une prolongation de la scolarité pour former des gens suffisamment qualifiés. C'est ce qu'il a fait passer, par exemple, en 1962, il y a 250 000 étudiants dans l'enseignement supérieur. En 68, il y en a 850. Et là, il y en a 1 million. Ça permettait au capitalisme d'exploiter une main-d'œuvre qualifiée. Et puis, il vaut mieux avoir des ouvriers en bonne santé que des ouvriers continuellement souffreteux. Et donc, le capitalisme a finalement accepté la sécurité sociale. Il ne l'a pas souhaité, mais il l'a accepté et tout. Aujourd'hui, si vous prenez, par exemple, pour ne pas nous égarer longtemps, 64% des profits de Peugeot, de PSA, c'est plus de l'automobile, c'est de la spéculation. Ils ont donc moins besoin de salariés formés, moins besoin de travailleurs au travail, moins besoin de santé publique. Et le mouvement démocratique continue à se battre contre le capitalisme comme avant, en pensant arracher des compromis comme avant. Mais c'est Marx qui parlait de la baisse tendancielle du taux de profit. Eh bien, on y arrive. Il vient un moment où, pour le capitalisme, si vous avez un ordinateur qui a plus de 10 ans, on vous dit qu'il faut en changer. Les capitalistes, s'ils ont un robot qui a 30 ans, il vaut mieux en changer ça coûte trop cher. Et s'il faut changer de machine tous les 6 ou 7 ans, ça coûte trop cher. Donc le capitalisme abandonne la sphère du travail. Surtout qu'avec des salariés plus qualifiés, ces emmerdeurs veulent avoir leur avis sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, le capitalisme fuit le travail. Fuyant le travail, pouvoir dire « je fais grève ». Par exemple, moi, j'ai connu quelque chose qui m'a personnellement affligé. En 2012, justement, la direction de PSA décide de fermer l'entreprise, son entreprise d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que font les syndicats? Ils appellent les ouvriers à la grève. Mais ils s'en foutent qu'ils soient en grève, les autres, puisqu'ils veulent les virer et ne plus produire. Et après, on s'étonne d'avoir perdu. Et là, on a un problème. Et alors, ça rejoint ce que disait, ce qui était dit par l'intervenant tout à l'heure. Le fascisme vient à la suite de la désolation. On a eu quoi? On a des partis de gauche qui, au gouvernement, n'ont pas fait ce qu'il fallait parce qu'ils n'osaient pas affronter le capitalisme tel qu'il était et qu'ils cherchaient des aménagements. C'est tout juste s'ils ne disaient pas s'il vous plaît. Et même dans l'opposition, ils n'affrontent pas le capitalisme. On l'a vu, par exemple, dans le mouvement sur les retraites ou encore maintenant sur les questions de la sécurité sociale. Quel est le parti politique qui dit qu'il faut taper non pas dans les profits, mais dans les dividendes
qui sont distribués aux actionnaires, les dividendes du CAC 40 qui sont distribués aux actionnaires et qui ne cotisent à rien, qui ne participent en rien au développement de la société. Qui s'attaque à ça? Alors, devant ça, eh ben, il y a du ressentiment que les gens ont du mal à situer. La gauche ne fait pas ce qu'elle fait, ce qu'il faut. Ils ne savent plus de quel côté se tourner. Et une partie se tourne vers l'extrême droite parce que c'est de la démagogie, c'est on va voir ce qu'on va voir, c'est on va avoir un chef éclairé et tout. Et l'extrême droite joue sur le ressentiment. Cela dit, je voudrais faire une remarque qui, pour l'instant, je ne dis pas définitivement, mais peut pondérer l'inquiétude de l'intervenante de tout à l'heure. Parce que partout où il y a de l'extrême droite au pouvoir, ou chez nous, il y a près de 50% des gens qui ne votent pas. Donc, il y a quelque chose en trompe-l'œil. Et les gens qui ne votent pas, évidemment, moi, je ne les connais pas tous. Mais tous ceux que je connais ne sont pas des abstentionnistes, d'ailleurs, le terme est mauvais, par indifférence ou par le fait qu'ils ne sauraient pas quoi faire. Ils refusent de voter par colère parce qu'à tous les jeux, à tous les coups, ils perdent et ils sont couillonnés. Et je trouve que, évidemment, c'est un mouvement inabouti, puisque ça ne débouche sur rien d'autre. Mais est-ce que c'est déjà pas mieux que de dire j'en redemande et je tends l'autre joue? Donc, il y a un espace. Le problème, c'est est-ce qu'on va occuper cet espace pour le transformer et que ça développe autre chose que de l'attentisme à l'égard d'en haut. Non, sinon, ça ne sera pas enregistré. Je t'entends. J'ai un peu l'esprit embrumé. Hein. Je ne sais pas si je vais être clair, mais sur la question qui a été posée et à laquelle tu viens de répondre, je suis un réfractaire au suffrage universel parce que je suis démocrate. Donc, je n'ai jamais voté de ma vie et les jeux politiques, ils me dépassent. Et ceci dit, je m'y intéresse et j'ai voulu trouver une explication à ces glissements de vote comme ça et qui vont vers la droite et l'extrême droite, et une droite qui tend de plus en plus vers l'extrême droite. Et il y a un livre qui tournait autour de cette problématique. Je l'ai lu, mais en fait, c'est un livre d'Eva Illouz, qui concerne essentiellement Israël, où il y a un phénomène de ce type qui s'est produit avec évidemment les particularismes locaux. Mais je ne sais pas si j'ai bien retenu son raisonnement, mais ce qu'elle dit, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que la gauche a abandonné la question sociale, s'est lancé dans des thèmes de société qui n'étaient pas propres d'ailleurs à la nation et qui débordaient les frontières. Et c'est un petit peu ce qui s'est produit chez nous, là. Je sais pas, on a parlé là, le mariage pour tous et tout comme ça. C'est de la foutaise. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre auquel la gauche peut se rapprocher, étant donné qu'elle a démissionné sur la question sociale. Enfin, c'est un peu confus, euh, mais ce que je voulais évoquer aussi, c'est toujours à propos de la question de la démocratie et de la République. C'est ton intervention qui m'y a fait penser. Euh, c'est qu'on a un esprit qui est cloisonné. C'est Francis Bacon qui disait que les mots pensent à notre place. Et j'y pensais parce que quand on parle de politique, d'économie, on utilise d'autres concepts de ce genre, on a le sentiment que ce sont des pièces d'un puzzle et si on les met côte à côte, on a la totalité sociale. Ce qui fait qu'on dissocie le politique de l'économique et qu'on applique dans le champ dit politique des règles qu'on n'applique absolument pas dans le champ économique. Parce que si on appliquait ces règles dans le champ économique, on y lirait au suffrage universel le patron.
On ne le fait pas. Mais donc, tout est biaisé. On a beaucoup cité Victor Hugo, le pour et le contre, mais je me souviens de cette réflexion qu'on cite toujours de Victor Hugo. Vous ne vous rendez pas compte, le suffrage universel, c'est le seul jour, en 4 ou 5 ans, où la voix d'un ouvrier est égale à celle d'un patron. Est-ce que ça a renversé l'ordre social? Est-ce que ça a fait que, comme disait Simone Veil, que le nombre qui est du côté du prolétariat l'a emporté sur la classe bourgeoise, qui est minoritaire en termes démographiques? Moi, je suis très maussien, Marcel Mauss, qui raisonne en termes de phénomène social total. Et j'applique la notion de phénomène social total, pas uniquement aux sociétés primitives, comme lui le suggérait, mais même à nos sociétés. Quand je faisais cours, j'expliquais aux étudiants, mais faire cours, c'est un phénomène social total. Parce qu'il y a une dimension. Non, tu n'es pas convaincu? Si, je suis très fatiguée. Mais merci. Ah non, parce que là, j'ai pris ça pour un esprit de contradiction, j'étais mal à l'aise. Je suis enrhumée en plus. Non, mais tu as une dimension écologique, ça se passe dans un espace qui est structuré d'une manière hiérarchisée. Pour ainsi dire, comme disait Marx, là, que les outils, enfin plutôt les instruments, la machine cristallise les rapports sociaux, la structure de l'amphithéâtre, c'est quoi? Il y a la chair. Les étudiants, ils savent que ce n'est pas à leur place, sauf quand il y a une grève avec occupation. J'avais dû assister à ces grands mouvements, là, ils sont sur la chair. Nous, enseignants qui suivons le mouvement, on est au fond de l'amphi, on rigole. Bon, mais c'est une dimension, il y a une dimension économique, parce que pour suivre un cours, il faut s'inscrire. Il y a une dimension sociale, c'est un rapport social. Il y a une dimension politique, parce que le prof, il a un rapport de pouvoir, il va noter. Il y a une dimension idéologique, parce qu'on déverse le grand savoir. L'université, c'est la temple du savoir. Donc, si on raisonne comme ça, on fait péter les frontières et on peut être amené à se dire, une entreprise aussi, c'est une structure de pouvoir et pas simplement une sphère de l'économie. Voilà, bon, c'est tout. C'est beaucoup. Moi, j'ai envie de te questionner sur, enfin, pour compléter, je partage les questionnements de Michel, mais d'autant plus, si tu veux, que quand on parle évidemment de citoyenneté, la citoyenneté, elle s'arrête aux portes des entreprises. Et que malheureusement, tu l'as évoqué dans ton intervention, il y a un gros problème pour arriver à contester à l'intérieur même de l'entreprise ou des services publics. Pour moi, toutes les structures d'organisation de l'activité humaine doivent être percutées par cette question pour justement expérimenter. Et ça se fait, enfin, je veux dire, tu l'as évoqué, mais je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'on libère l'énergie des gens, l'énergie des acteurs humains, pour que justement on bouleverse, je dirais, l'ordre établi et que d'une certaine manière, les acteurs humains, les salariés, les citoyens vérifient par eux-mêmes la possibilité ou pas de l'efficacité de leur action. Et ça, c'était un des fondements d'ailleurs de la démarche autogestionnaire dans les années 80. Moi, je me rappelle, personnellement, j'étais très interpellé par le travail qui avait été fait et expérimenté dans un certain nombre d'entreprises. Bon, c'était à l'époque beaucoup porté plutôt par la CFDT, la nouvelle CFDT, entre guillemets. Oui, enfin, à l'actuel, mais je veux dire, voilà, il y avait pour la première fois, on voyait, alors, il y a eu d'autres périodes où il y a eu des contestations dans les entreprises, les occupations de 36, ça a été quelque chose qui a bouleversé effectivement l'ordre établi, qui a obligé les dirigeants politiques de l'époque, y compris le Parti socialiste qui avait la majorité à l'Assemblée nationale, à prendre en compte les revendications salariales, les congés payés. Tout ça, c'est pas venu de la volonté politique, c'est venu d'une intervention convergente, je dirais, et en tout cas d'une action très importante. Alors, la question, c'est qu'aujourd'hui, on manque, mais que ce soit dans les quartiers, dans les localités et dans les entreprises, on manque effectivement d'expérimentation pour construire de nouveaux rapports dans l'organisation du travail, dans l'organisation de la production de biens ou de services, et surtout aussi décider de la finalité de ces biens et des services. Et effectivement, là, ça demande du temps
pour la délibération, pour pouvoir construire tout ça. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu une des questions que Marx a mis en avant, c'est-à-dire la réduction du temps de travail, non pas pour être plus souvent en vacances ou je ne sais pas quoi, mais pour avoir un contrôle sur l'organisation de sa vie sociale, de sa vie professionnelle et de sa vie humaine, tout simplement, en disposant de plus de temps et en étant moins sous les contraintes des exigences capitalistes ou autres qui, effectivement, empêchent les êtres humains de vivre pleinement et de se développer pleinement jusqu'au bout. Je m'arrête. Il y aurait énormément à dire. Bien sûr. Voilà, pour ne pas être trop long, je vais essayer de me concentrer sur 3 aspects qui découlent un peu de vos 2 interventions. D'abord, par rapport à ce que disait l'intervenant précédent sur le phénomène social total, je voudrais insister parce qu'il a tout à fait raison, quoi. Il y a un exemple, moi, que je cite souvent, c'est que quand on prend les entretiens d'embauche, pourtant il s'agit du capital, ils ne portent pas sur la technicité, ou peu sur la technicité, parce que si on n'a pas le diplôme équivalent, on n'a pas l'entretien. Mais ils portent sur des pratiques, sur le résultat de pratiques qu'on a hors formation et hors travail. Est-ce qu'on est capable de parler à des gens qui ont un métier différent, qui sont en amont d'une autre? Est-ce qu'on pète les plombs dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive? Voilà. Ici, je connais quelqu'un qui avait un CAP de mécanique. Il travaillait à RVI, à Lyon. Et un jour, la RH le convoque et lui dit « Tu vas devenir chef de l'atelier, de ton atelier. » Le gars est un peu stupéfait, il a modestement un CAP, il dit « Ah bah, mince, comment ça se fait ?» et tout. Bah, l'autre, il dit « Je sais pas, mais quand on te regarde, tu as l'air d'être un meneur d'hommes. On ne sait pas d'où ça vient. » Et le gars, il dit ah bah, la seule chose que je vois, c'est que moi, je passe mes week-ends à animer l'équipe de cyclistes amateurs locales et que j'organise des compétitions et tout. » Et la RH lui dit bah, tu vois, le vélo, ça paye. Ça hein, je pourrais multiplier les exemples. Et alors, le paradoxe par rapport à ça, c'est ce que disait l'intervenant précédent sur le fait que c'est cloisonné. C'est-à-dire, les migrants s'occupent des migrants, ou certains qui se jettent leur dévolu sur cette question, mais ne s'occupent pas d'autre chose, etc., etc. Avec de temps en temps des tentatives de passerelles. Hein. Il y a eu une manifestation féministe qui posait la question de la précarité générale. Il y a eu un mouvement chez certains migrants en disant on est contre le contrôle abusif des flics. Et alors, une intervieweuse lui dit ah ben vous êtes contre le contrôle au faciès. Non, 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 on est contre à tous les contrôles abusifs. Donc, on sent bien qu'il y a... Et alors, pourquoi c'est cloisonné? Parce que d'ailleurs, ceux qui cloisonnent le disent, bah, à chaque fois qu'on n'est pas cloisonné, on se fait récupérer par les forces politiques, on est récupéré et nous, on ne touche plus notre bille et on transforme notre colère en quelque chose dont on ne veut pas. Donc la question de la maîtrise est posée. Et en posant la question de la maîtrise, on peut poser la question de est-ce qu'il n'y a pas, au fond, non pas un endroit où on va se fondre les uns et les autres, mais est-ce qu'il n'y a pas à repérer ce que j'appellerais dans moi un dénominateur commun? Par exemple, je trouve que ceux qui ont commencé à mettre le doigt sur la question, c'est les écologistes quand ils ont crié fin du monde, fin du mois, même combat. Ils ont senti que là, il y avait quelque chose. Et on pourrait poursuivre parce que veulent les uns et les autres ou les unes et les autres dans tous les combats, c'est maîtriser leur sort. Ben, ça pose la question de la démocratie. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas ces parasites qui pompent les forces. Je parle du capital, mais le capital, c'est notre jargon. Eux, ils ne disent pas forcément le capital.
mais le fait qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, on leur dise il n'y a pas d'argent. Il y a un mouvement en ce moment qui tourne sur les questions de la santé et de la sécurité sociale, mais qui dit qu'il faut augmenter le budget de la sécurité sociale, mais il a la faiblesse de ne pas dire où prendre l'argent. Donc je crois que c'est là où vient la politique. Et alors, je reviens sur le refus de ne pas être dépossédé. Et j'entendais l'intervenant tout à l'heure dire, moi, je suis réfractaire au suffrage universel. Je crois que le problème, c'est de faire en sorte que le suffrage universel change de nature, qu'il ne soit pas délégataire. Alors, comment est-ce possible? Il y a une expérience historique. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que en 1793, tant qu'il n'avait pas fait Thermidor, les bourgeois ne traitaient pas Robespierre de tyran, ils le traitaient d'anarchiste, hein, et de fouteur de pagaille. C'est après, quand ils ont commencé à l'écraser, qu'ils ont dit « Ah, c'était un tyran ». Et donc, il y a une chose qui est intéressante, c'est que la mémoire nous est toujours transmise par les vainqueurs, hein. Et nous, on répète, voilà. Or, en 1793, il y avait une tentative d'expérience où il y avait le mandat impératif. C'est-à-dire que ceux qui allaient à l'Assemblée nationale avaient un mandat impératif. Alors, qu'est-ce qui se passait s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait à l'Assemblée nationale? Il fallait qu'ils reviennent devant ce qu'on appelait à l'époque les assemblées primaires ou premières, entendez plutôt assemblée première. C'était du Rousseau, ça, hein. C'était de ne pas faire de délégation de pouvoir. Et alors, quand je dis ça, on me dit, mais tu ne te rends pas compte du temps que ça met. Mais pourquoi il y a le 49.3? Parce que moi, j'ai été député, il faut d'abord que ça passe en commission, ensuite que ça aille à l'Assemblée nationale, ensuite que ça aille au Sénat, ça revient à l'Assemblée nationale. Quand les deux ne sont pas d'accord, ils font ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Ça ne prend pas de temps, ça? Il a fallu 1 an pour déboucher sur la fameuse loi El Khomri. Donc, on ne perd pas de temps à faire le va-et-vient entre les citoyens et ceux qui sont chargés de défendre ce que veulent les citoyens dans une assemblée, soit départementale, soit nationale, soit européenne. La démocratie prend du temps. Tu évoquais tout à l'heure que c'est pour ça que Marx parlait de la diminution du temps de travail. Absolument. Absolument. Mais tout ça, ce qui est rageant dans la situation actuelle, et c'est ça qui fait le lit de l'extrême droite, c'est que c'est à portée pas de main dans la réalisation, mais dans la désignation. Le débat politique pourrait être autour de ces questions et il ne l'est pas parce que les partis politiques de gauche s'alignent sur les sondages. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire et ils font que répéter que c'est dur d'être au chômage, comme si les chômeurs ne le savaient pas, que c'est pas juste qu'il y ait des inégalités, comme si les pauvres ne le savaient pas. Voilà, et ça fait une belle jambe à tout le monde, quoi. Ouais. Bien, sans vouloir arrêter la discussion là-dessus. Bien, non, c'était, si tu veux, si tu restes avec nous, c'est pour permettre à Annie de faire son intervention et sa contribution sans qu'on soit tous complètement HS et qu'on puisse rebondir. Si tu en es d'accord, à moins que tu veuilles évoquer une question avant que… Non, là, ça y est, j'ai fini, je me tais, j'écoute encore pendant une demi-heure, après je suis obligé de vous laisser. Très bien, Pierre. Je te remercie beaucoup pour ton travail et ta contribution. Et n'hésite pas à nous envoyer le texte, évidemment, quand tu auras envie. D'accord. Alors, je